nous sommes allés à Conakry. Et Sékou est un patriote extraordinaire qui a la fibre du panafricanisme. Il nous a accueillis à l'aéroport de Conakry avec l'hymne de la Guinée, Alpha Yaya. Et en nous recevant avec cet hymne de la Guinée, il nous montrait que nous étions des citoyens guinéens déjà. Et en descendant sur l'aéroport de Conakry et en entendant ce chant, moi je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Ensuite, au lieu de nous envoyer dans des hôtels, Sékou nous a fait prendre par des familles directement pour nous montrer que nous étions chez nous, le temps qu'on nous installe dans nos logements de fonction. Mais nous savions aussi que ce que Sékou a fait, il fallait le faire dans toutes les colonies. Et c'est pour ça qu'au bout d'un certain temps, on a décidé de revenir à ce moment-là en Haute-Volta. Quand vous êtes revenu en Haute-Volta, on va parler maintenant de votre engagement sociopolitique. Voilà. Il est vrai que vous n'étiez pas membre du bureau politique du MLN, le Mouvement de Libération Nationale, mais vous étiez quand même un rassembleur pour ce parti. Vous rassemblez des gens pour les idées de ce parti, pour les activités. Alors dites-nous, Jacqueline Kizerbo, pourquoi vous n'avez pas voulu vous afficher, par exemple, être membre du bureau politique? Vous avez plutôt laissé ce rôle à monsieur, votre époux, Joseph Kizerbo. Pourquoi vous avez tenu à être en arrière-plan, si on peut le dire? Je suis membre fondateur du MLN, au même titre que mes camarades masculins. Mais j'ai pensé que ce ne serait pas normal qu'un couple essaye d'accaparer les responsabilités au niveau du parti. Déjà, s'il y a un qui est engagé et si nous, on essaye de l'accompagner, ça suffit largement. Et par ailleurs, moi j'étais plutôt engagé au niveau syndical. Pendant longtemps, j'ai assuré la presse des enseignants, la voix des enseignants. Vous êtes aussi une activiste engagée sur le plan social. Vous soutenez la Croix-Rouge. Votre engagement pour l'épanouissement de la femme vraiment est incontestable. Vous avez d'ailleurs créé l'association L'Entraide Féminine, qui, si je ne me trompe, est aujourd'hui appelée la Maison de la Femme. Voilà, l'entraide féminine en son temps. Pourquoi vous avez tenu à créer cette association? Quel visage de la femme vous vouliez faire changer? Oui, c'est-à-dire que en ce début des années 60, il y avait beaucoup de changements à promouvoir. Et justement, pour amener les femmes à s'engager à leur propre manière, dans leurs responsabilités domestiques, familiales, il fallait aussi les regrouper parce que tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir une éducation mixte et de côtoyer les hommes. Donc nous avons créé l'entraide féminine voltaïque pour justement, on organisait des conférences pour sensibiliser les femmes aux problèmes de développement et à certains problèmes de l'époque. Donc c'était en fait, d'un côté il y avait le syndicalisme où il n'y avait pas beaucoup de femmes parce qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes salariées et autres, mais il fallait que les femmes aussi aient cette sensibilisation et cette mobilisation pour accompagner le développement qui commençait à naître.
Vous avez ressenti qu'il y a eu vraiment un changement à l'issue de ça? Les femmes fréquentaient réellement cette association? Elles étaient intéressées? Elles étaient intéressées et d'ailleurs ça continue. Elles étaient intéressées, elles suivaient les conférences. Ensuite, nous avons créé un foyer pour les jeunes filles, puisqu'on voyait très bien que le problème de l'internat des filles se posait. Et il n'y avait pas assez de place dans les établissements privés catholiques et au cours normal de jeunes filles. Donc nous avons créé un foyer pour des jeunes filles, notamment des jeunes filles qui poursuivaient leurs études à l'université de Ouagadougou. Donc ça a renforcé l'accès de ces filles-là à l'éducation supérieure. Vous avez participé à un colloque qui aboutit à la création d'un ouvrage intitulé « La civilisation de la femme dans la tradition africaine ». Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? De quoi s'agit-il réellement? Bon, d'abord, la civilisation de la femme, c'est un concept qu'il faut examiner de très près. Parce que dans la société africaine, et bien avant les problèmes de genre, dans la société africaine, les rôles de l'homme et les rôles de la femme sont bien définis. Et tant que l'un n'a pas fait ce qu'il doit faire ou elle doit faire, l'acte social n'est pas réalisé. Prenez par exemple le mariage. Lorsqu'on doit donner une jeune fille en mariage, on sait que c'est aux hommes qu'il faut aller demander la main. C'est eux qui ont la responsabilité. Mais au moment de la célébration du mariage, ce sont les femmes qui souvent prennent le devant et indiquent ce qu'il y a lieu de faire. Il y a toutes les exigences qu'elles posent pour que la famille de la mariée remplisse avant que le mariage ne se réalise pas. Au moment du baptême, c'est la même responsabilité, peut-être les hommes donnent les noms, mais il y a la part des rôles. Et même au point de vue vie quotidienne, la manière dont on salue, ça dépend des langues. Mais par exemple, en Djoula, la manière de saluer des hommes est différente de la manière dont les femmes répondent ou saluent. C'est donc que la société africaine reconnaît le rôle spécifique des uns et des autres. Et aussi le partage des ressources. Quand on apporte la cola pour la main d'une jeune fille, les femmes ont leur part, les hommes ont leur part. Et au point de vue production, dans le champ, les femmes ont leur part, les hommes ont leur part. Donc moi, quand on a commencé à parler du problème du genre, moi je dis que le genre est un concept que les Africains connaissent, possèdent et maîtrisent. Et que le féminisme échevelé de celles qui vont en guerre contre les hommes n'est pas africain. Donc on devrait, ça c'est intéressant, peut-être on devrait aborder la question du genre en Afrique de façon spécifique. Parce qu'effectivement, on a tout l'air que c'est un problème qui est transposé de l'Europe en Afrique et que ce n'est pas forcément la réalité africaine. C'est là, peut-être que c'est le moment peut-être d'attirer vraiment l'attention des gens parce que de plus en plus, il y a des voix qui s'élèvent, même des femmes, pour dire que non, c'est pas aussi comme ça. Les gens sont en train de vouloir puiser dans nos traditions et puis on se rend compte que ça cloche à quelque part. Oui. Je suis vraiment contente de vous entendre. Dès le départ, moi je dis que la question du genre, c'est le partage des responsabilités, des devoirs et aussi des ressources. Peut-être là où certaines voix s'élèvent,
c'est quand dans un ménage, les ressources sont monopolisées par le chef de famille et que la femme n'a pas sa part. Mais dans la mesure où elle-même aussi contribue, qu'elle apporte sa part par toutes les tâches domestiques qu'elle a accomplies, toutes les tâches familiales qu'elle accomplit, on ne peut pas dire que c'est une espèce d'esclavage. Moi je dis que la question du genre, il faut vraiment l'étudier sous l'angle culturel. Parce que au point de vue sociologique, vous avez les différentes étapes de la puberté, de l'initiation, du mariage, de la maternité. Mais vous avez les mêmes étapes pour les garçons, sauf que ce n'est pas accompli de la même manière. Alors moi je dis que le genre, c'est pas quelque chose d'extérieur qu'on impose, c'est une façon d'étudier les relations hommes et femmes sous l'angle de la culture africaine. Justement, parlant de la culture africaine, on sait que c'est un concept qui est beaucoup défendu par vous et par votre épouse, Jeff Kizerbo, surtout pour un développement réel de l'Afrique. Est-ce que vous pouvez dire un mot là-dessus, que la culture comme levier du développement africain? Vous y tenez toujours? Oui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que le développement clé en main va résoudre notre problème. Que c'est le développement clé en tête, avec nos pratiques, nos traditions, nos valeurs, qui va nous permettre de résoudre nos problèmes. Et ceci implique que justement, même nos enfants que nous envoyons à l'école, nous devons veiller à ce qu'ils aient un certain nombre de valeurs authentiquement africaines. Se connaître, connaître l'autre, partager. Ça, ce sont des valeurs qui sont proprement africaines, et si on les néglige, on risque vraiment de voir tout ce qu'on a importé pour le développement et qui n'a pas marché. Si vous traversez les brousses africaines, vous pouvez parfois voir des charrues, des camions qui sont dans la nature. C'est parce qu'on a amené, mais on n'a pas appris aux gens à maîtriser la technique et l'utilisation comme il faut. Donc, c'est ce genre de réalité qui est nécessaire pour le développement endogène et non pas le développement importé. On vous sait aussi panafricaniste. Quand vous luttez, c'est pas pour le Burkina seulement, c'est pas pour le Mali ni le Sénégal, c'est pour toute l'Afrique. Et ça dit que l'Afrique ne pourra aussi se développer que dans l'union. Le panafricanisme, ça peut réellement apporter quoi à l'Afrique? De par ma vie même, je suis panafricaine. Ma grand-mère maternelle est de Guinée. Mon père est de différentes régions du Soudan. Je suis marié au Burkina Faso et j'ai beaucoup travaillé au Sénégal. Donc pour toutes ces raisons, le panafricanisme pour moi est quelque chose de naturel. Je l'ai vécu et je continue à le vivre. Et puis, Kwame Nkrumah a dit que c'est dans l'unité et l'union que l'Afrique se libérera. Ce n'est pas avec les micro-États et des frontières
artificielle que nous allons nous développer. Et tous les vrais patriotes africains ne peuvent être que panafricanistes. Mais selon vous, qu'est-ce qui explique ce retard? Pourquoi cette union véritable tarde à voir le jour? Qu'est-ce qui ne va pas avec nos chefs d'État? Bon, peut-être que c'est la question du pouvoir. Peut-être ceux qui, par exemple en 1958, ceux qui voulaient vraiment l'indépendance, c'était un certain nombre d'intellectuels. Eux, ils savaient qu'il fallait l'union et un groupe comme la Fédération Sénégal-Mali a essayé de faire, de semer la graine d'un panafricanisme qui devait se développer par la suite. Mais je pense que c'est parce que nous continuons parfois à vivre dans des frontières qui, on le voit parfois, chevauchent les réalités. Si vous prenez la région du Sourou, au Burkina Faso, c'est des gens qui sont parfois des mêmes familles, les Bouaba. Ils sont au Burkina et au Mali. Donc, c'est simplement parce que nous ne voulons pas voir la réalité et l'intérêt des populations. Alors, on sait qu'actuellement, les concepts partout, il est dit que l'Afrique est le continent du futur de demain. Par conséquent, les investisseurs, ils ne se font plus prier, ils viennent investir en Afrique. Est-ce que vous êtes d'avis? Ils viennent investir en Afrique, dans l'Afrique morcelée et balkanisée. C'est peut-être les Africains eux-mêmes qui doivent être vigilants et veiller à ce que ces investissements-là les rapprochent et leur permettent de se retrouver en tant que peuple, en tant qu'État ayant des intérêts communs et qui leur permettent d'échapper à une certaine forme de colonisation. Donc il faut rester vigilant. La vigilance est de règle à tout moment. Lors d'une interview accordée au Sénégal, au journal Walfadjri, vous avez dit que votre époux, Joseph Kizerbo, n'a pas été compris. Je crois que c'est en 2011. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là? Il n'a pas été compris, Joseph Kizerbo. Oui, donc nous sommes venus de Guinée pour travailler chez nous, en Haute-Volta et au Burkina Faso. Et moi, j'avais la conviction que nous étions des précurseurs de la Révolution. Donc, j'avoue que quand nous avons été traités d'une certaine manière, moi je ne comprenais pas. Parce que tout ce qu'on défendait là, le Faso d'Anfani, les premiers à les porter en Haute-Volta, c'est les gens du MLN et notamment le professeur Kizerbo. Quand on parle de développement endogène, mangeons ce que nous produisons. Utilisons nos langues. Aujourd'hui, la réforme de l'éducation essaye d'introduire l'étude des langues. Mais déjà dans les années 70, donc on peut dire que bon, on n'a pas été compris, on était peut-être trop en avance. Trop en avance sur votre temps, comme ça a toujours été le cas. Fort heureusement qu'ils ont fini par comprendre, on dit mieux vaut tard que jamais. Nous allons revenir politique pour parler de la matinée du 3 janvier 66. Voilà, une matinée où vous vous êtes retrouvés à la gendarmerie de Paspanga.
Et il a fallu que vos filles, j'ai dit vos filles parce que vous appelez les mères, elles sont venues scander, libérer maman, libérer notre mère. Au bout de 2 heures, vous avez été libérés. Voilà, l'histoire raconte que vous avez pleuré, vous avez versé des larmes. Voilà, qu'est-ce que s'est passé réellement ces jours? Pourquoi vous avez versé des larmes? Parce que vous avez été maltraité ou bien parce que vous étiez... Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Non, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai été arrêté au niveau des archives nationales là, actuelles, et les gendarmes m'ont mis dans une jeep. Et donc, ils sont passés devant le cours normal. Il faut dire que moi, dans mon engagement, je respectais mes élèves. Jamais je leur ai indiqué ce qu'il faut faire. Parce que la neutralité scolaire, pour moi, est sacrée. Mais comme elles étaient venues à la barrière, sur la route, elles m'ont vu passer. Donc certaines sont rentrées et disent « Ah ben on a arrêté maman, on a amené à... » C'est comme ça qu'elles ont su. Personne ne les a mobilisées. Et le fait qu'elles soient venues insister pour qu'on me libère, moi ça m'a beaucoup touché. Et c'est pour ça que je n'ai pas pu retenir mes larmes. Alors après votre libération, grâce à vos filles, vous avez continué la manifestation. Vous étiez à la tête de ces filles et de beaucoup d'autres femmes. Quel a été véritablement le rôle des femmes dans cette lutte-là, dans ce soulèvement populaire du 3 janvier 1966? En fait, moi, après ma libération, je pense que j'avais un bébé. Donc je crois que je me suis occupé de mon bébé qui était resté sans biberon. Je ne suis pas allé dans la rue avec les élèves. D'abord, je n'aurais pas accepté que mes élèves me suivent dans cette manifestation-là. Et je pense que peut-être quelques femmes sont allées à la Bourse du Travail et à la place de la Nation d'aujourd'hui. Mais je ne peux pas dire exactement quel a été le rôle majeur des femmes dans ces manifestations-là. Mais quand même, on sait que quoi qu'on dise, elles ont fait quelque chose. Notamment vous avant l'arrestation, vous avez vraiment tenu à réclamer justice sur route. Voilà, ouais, elles ont marché. Elles ont marché dans la rue. Elles sont allées à la Bourse du Travail et à la place du 3 janvier. Alors, aujourd'hui, de nos jours, on vous reproche vraiment de ne plus vous intéresser à la vie politique. La jeunesse vraiment aurait aimé vous voir devant la scène politique, car vous allez pouvoir apporter véritablement beaucoup de choses dans ce milieu. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce retrait par rapport à la vie politique? Bon, je pense que chaque génération a sa pyramide à bâtir. Je pense que nous avons fait ce qu'on devait faire. Et tout comme nous devons laisser la place aux jeunes pour s'exprimer et prendre des responsabilités, je pense qu'il vaut mieux laisser l'expression de la responsabilité aux jeunes. Alors vos filles, je vais parler des anciennes élèves du cours normal, les normaliennes, vous ont rendu hommage dernièrement. Qu'est-ce que cela vous a fait? J'ai trouvé que c'était beaucoup d'attention et beaucoup de délicatesse de leur part. Après tant d'années, elles aient pensé à ce qui s'est passé du temps de leur jeunesse. Ces jeunes filles, dont la plupart sont aujourd'hui retraitées, ont pensé à venir rendre hommage. Et moi, je leur rends hommage à mon tour.
Des hommages, on ne va pas s'arrêter là. On sait qu'il y a une rue qui porte votre nom. Voilà, comment est-ce que vous avez accueilli aussi cette distinction parmi tant d'autres? J'ai pensé que c'est une façon de concrétiser le genre. Il y avait beaucoup d'hommes dont les noms avaient été donnés à des rues, et puis on a dit peut-être il faut quand même penser à quelques femmes. Et nous avons été un certain nombre à avoir été retenus. Madame Lucie Caboret, Madame Zungrana Thérèse, et je suis sûr qu'il va y en avoir de plus en plus. Alors, est-ce que vous avez l'impression que le Burkina, voire l'Afrique, vous est reconnaissant, a prêté une oreille attentive vraiment à vos idéologies? Oui, non seulement reconnaissant, mais que les jeunes que nous avons eu à former ont bien pris le relais et vont aussi loin, sinon plus loin que nous. En Dula, on dit que Alama Fembori la Minkaf Sayere. Donc aujourd'hui, il y a des jeunes qui vont beaucoup plus loin que nous n'avons été. Et ça, c'est une grande récompense. En cours d'interview, vous êtes revenu sur cette citation que j'aime particulièrement. Vous dites toujours que chaque génération a sa pyramide à bâtir. Alors, quel appel vous voulez lancer à la jeunesse en disant cela tout le temps? Bon, nous, notre pyramide, c'était le combat de la négritude, c'était le combat de l'indépendance politique, c'était le combat du panafricanisme. Donc, on n'a pas tout fini, mais l'indépendance économique aujourd'hui est un appel que nous lançons aux jeunes. Nous, on a eu l'indépendance politique, mais il faut aller vers l'indépendance économique et poursuivre le combat de l'indépendance culturelle. En un ou deux mots, si vous devez décrire votre vie actuellement, qu'est-ce que vous direz? Que Dieu nous a fait beaucoup de grâce et nous demandons qu'il continue à nous donner la force de poursuivre ce que nous avons commencé. Merci beaucoup à vous, Madame Jacqueline Kizerbo, de nous recevoir dans votre belle résidence à Koulouba. Pour ma part, les questions sont finies. Je ne sais pas s'il y a des aspects vraiment qu'on n'a pas abordés qui vous tiennent à cœur. Je vous donne l'occasion de le faire. Non, je pense que vous avez bien fait le tour de la question. Et je vous remercie d'avoir pensé à moi pour votre émission Saramaya, parce que c'est quelque chose de beau, d'élégant, de précieux. Sarah.